On va se calmer avec le montage, mais les couleurs. Regardez un peu ça. Des Aramacao, trouvables majoritairement en Amérique du Sud, avec des couleurs si flashy que Windows 95 serait complètement en PLS. L'image qu'on se fait tous des perroquets finalement. De l'autre côté du globe, des faisans dorés dans les forêts ouest chinoises, qui ressemblent à des samouraïs. Plus au sud, des Gora Victoria en Nouvelle-Guinée, qui ont littéralement une crête de tectonique sur la tête. Ou encore toutes les espèces de paradisiers, il y en a une quarantaine. Dont mon préféré, le paradisier républicain. On dirait qu'il tire des missiles littéralement quand il parle. Ou plus communément en Europe, le martin pêcheur ou le guêpier d'Europe justement, magnifiquement coloré et assez facile à observer. Je sais parce qu'il y en a beaucoup sur les sites autour de chez moi. Le monde est rempli d'espèces tout aussi polychromes et éclatantes en termes de couleurs et de motifs les unes que les autres. Et ce qui est sûr pour l'instant, c'est que c'est pas une histoire de distance. Dans cet épisode, bien que le concept de combinaison de couleurs insolites s'applique également à tout un tas d'autres vertébrés, et sûrement invertébrés aussi d'ailleurs, on va se fixer aux oiseaux, les vertébrés terrestres les plus colorés, pour se demander pourquoi et comment un mélange aussi nuancé de couleurs et de motifs a-t-il pu exister. Pourquoi moi, pourquoi vous sommes pas aussi colorés que ces espèces? Alors tout d'abord, qu'est-ce qui colore un plumage? Eh bien ce sont les pigments, des substances chimiques insolubles qui colorent. Chez l'oiseau, on va distinguer deux sources principales de coloration, les caroténoïdes et la mélanine. Alors il est bien important de distinguer les deux, hein. La caroténoïde, elle, c'est un pigment contenu dans énormément d'organismes, y compris ceux qu'on mange, des fruits, des légumes, etc. Eh bien les oiseaux aussi. Tiens, par exemple, si vous avez déjà touché un petit peu à la biomoléculaire, vous avez certainement déjà entendu parler du bêta-carotène, qu'on retrouve dans les carottes. Eh bien la caroténoïde contenue dans les aliments va en fait avoir une influence majeure sur le pelage des oiseaux. Et l'exemple le plus illustratif qu'on aurait envie de donner, c'est bien sûr les flamants roses, qui tiennent leur pelage des petites crevettes dont ils se nourrissent. Les crevettes qui elles-mêmes se nourrissent d'une algue qui produit ce pigment. Finalement ça donne un petit réseau trophique dont la couleur est une continuité grâce à la métabolisation. C'est assez marrant. Alors les oiseaux, eux, se nourrissent des caroténoïdes jaunes contenus dans les graines, et pour produire la couleur rouge, ils les convertissent de manière endogène, c'est-à-dire à l'intérieur, en cétocaroténoïdes rouges par le biais d'une réaction d'oxydation qui est catalysée, c'est-à-dire accélérée par une cétolase, donc une enzyme en gros, qui était d'ailleurs inconnue jusqu'en 2016, avant qu'une équipe de chercheurs perce le secret de la fameuse génétique à la couleur rouge chez l'oiseau. Percer le mystère de la couleur rouge, ouais mais enfin presque, hein, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Oh le suspense! Au final, ce pigment permet aux oiseaux d'avoir des couleurs variant du rouge au rosâtre un peu, orange et même jaune, selon les conditions. De l'autre côté, on a la mélanine, une protéine qui donne des couleurs plutôt sombres, hein, du noir au gris jusqu'au brun. Cette protéine, elle peut être polymérisée, c'est-à-dire qu'on ajoute des petits morceaux de molécules à une molécule de base, pour en faire une grosse. Et la molécule de base de la mélanine, c'est la tyrosine, un des 20 acides aminés qu'on a dans notre corps et qui est indispensable à la métabolisation et à la physiologie des cellules de notre corps. Vous avez peut-être compris où je veux en venir, mais c'est aussi ce qui fait notre couleur de peau, à nous. Bref, un véritable équipage génétique qui permet, selon sa répartition et sa concentration, de créer des motifs sympas. Donc bien différencier la caroténoïde qui est assimilée et la mélanine qui peut être synthétisée dans le corps de l'organisme. Attention, ces deux pigments sont loin d'être les seuls colorants chimiques du plumage. On pourrait citer en guise d'exemple l'oxyde de fer ou les porphyrines qui peuvent intervenir dans la couleur du plumage et augmenter la gamme de couleurs possibles. Bon alors là, à ce niveau, vous vous posez peut-être une question, c'est la palette du noir jusqu'au roux est produite par la mélanine et celle du rouge jusqu'au jaune est produite par la caroténoïde. Mais il y a juste à regarder les oiseaux au début de la vidéo pour voir plein d'autres nuances, hein, du vert, du bleu, etc. Mais alors qu'est-ce qui les produit ces couleurs ? Eh bien c'est un mécanisme un peu plus complexe, puisqu'en fait c'est pas des pigments qui vont produire ces couleurs. Je vous ai menti un peu au début, et c'est là qu'entre en jeu la notion de couleur structurelle. Vous avez compris, dans tout ce qu'on a vu jusqu'ici, les pigments absorbent seulement quelques longueurs d'onde et d'autres non. Et celles qu'on perçoit sont celles qui sont transmises, c'est-à-dire l'autre partie du spectre. Donc la couleur qui nous parvient est définie par celle dont la longueur d'onde est transmise, pas celle qui est absorbée. Si vous percevez un oiseau, disons rouge, c'est qu'à un moment, un procédé physique a modifié la lumière incidente blanche, pour qu'on le voit avec cette teinte rougeâtre, au lieu d'être gris par exemple. Les pigments sont pas les seuls procédés à modifier cette lumière.
Les couleurs structurelles sont divisées en deux mécanismes plus distincts dans cet article. La diffusion cohérente et la diffusion incohérente. Tiens, prenez cette mésange bleue. Eh bien, sa teinte bleutée, elle n'est pas due à un pigment, mais à une réflexion de la lumière sur la structure fine de la plume. C'est la diffusion cohérente, c'est-à-dire que la longueur d'onde diffusée par la plume va être dite déphasée, donc qu'elle n'est plus en phase, que si on prend deux mêmes points sur deux longueurs d'onde différentes à un instant T, elles ne sont plus dans le même état. Là où c'est intéressant, c'est que ces ondes déphasées, elles interagissent, et même s'additionnent. Alors pour des longueurs d'onde en opposition de phase, on aura une résultante nulle, une interférence destructive. Mais pour des longueurs d'onde en phase décalée, eh bien c'est pas le cas, hein. On obtient une interférence constructive, et la couleur observée peut dépendre de la position du spectateur. Ce mécanisme est essentiellement mis en avant pour le bleu chez l'oiseau, puisque le vert par exemple sera une combinaison du bleu structural et du jaune pigmentaire. Alors dans le monde vivant, il existe aussi largement la diffusion incohérente, et si vous voulez en savoir un peu plus et quelques petits exemples, je vous mets les sources en descriptouche. Alors tout ça c'est très bien, hein, on a vu dans cette première partie les rouages de ce mécanisme, mais c'est quoi finalement l'énergie qui l'alimente, ce mécanisme ? Tout d'abord, ce qui est important à prendre en compte, c'est que la mécanique qui tend à produire ces couleurs chez les oiseaux peut être radicalement différente entre les espèces. Et c'est surtout quelque chose d'assez méconnu de manière générale. On ne sait pas précisément et clairement pour chaque espèce sur Terre ce qui l'amène à ça, mais des idées émergent et sont véridiques. Au XVIIIe siècle, les premières idées darwiniennes et compagnie apparaissent. Le naturaliste Wallace propose un plan à 5 piliers pour expliquer ce monde aussi chromatique chez les animaux. Les couleurs de protection, le camouflage, les couleurs d'avertissement, la défense, les couleurs sexuelles, les couleurs dites typiques et les couleurs d'attraction. Dans cette seconde partie, on va balayer chacune de ces idées pour rendre tout ça un peu plus au propre. Très fier de mon petit jeu de mots là. Un premier facteur poussant certains oiseaux à être des véritables boules de disco, vous pouvez assez facilement le deviner, c'est la sélection sexuelle et sociale. On parle de communication intraspécifique en écologie pour désigner toute forme d'interaction entre les individus, qui pourrait être par exemple ici pour dire « Eh, je suis de la même espèce que toi, regarde, on a la même couleur ou le même motif ». Dans le sac à idées de la communication intraspécifique, on retrouve cette fameuse sélection sexuelle ou sociale, qui nous touche aussi d'une manière ou d'une autre, nous les humains. Le dimorphisme sexuel et le choix des femelles sont des facteurs clés de l'évolution des couleurs chez les animaux. Évidemment, c'était prévisible, mais les oiseaux sont comme nous, il leur faut être BG pour pouvoir obtenir un partenaire. Par exemple, si les critères de beauté standard exigent chez les humains que être beau c'est, par exemple, je sais pas, avoir des cheveux curly et des yeux verts, eh bien ces personnes trouveront plus facilement un partenaire, et donc il y aura plus de futurs enfants qui auront ce patrimoine génétique là. Bien sûr, c'est une idée globale, il faut pas prendre ça pour un absolu. Attention à mon anglais, mais dans une expérience de Queen and Burroughs en 1935, une administration d'oestrogènes à certains croisements de volailles conduit à une augmentation de la quantité de pigments mélaniques dans les plumes. Et il en est de même dans une autre expérience chez les faisans mâles par Wevers en 1954. Des études comme ça, on pourrait en citer à l'appel. Il a bien formellement été établi que certaines hormones sexuelles jouent un rôle dans la production de mélanine ou autre, mais pas avec certitude en ce qui concerne tous les pigments colorés. N'oubliez jamais qu'observation n'implique pas causalité. C'est pas parce qu'on observe que quelques hormones jouent un rôle dans le nappage de l'oiseau que toutes y ont nécessairement une fonction primordiale. La sélection sociale, elle, fut définie en complément de la sélection sexuelle. Elle développe l'idée que l'ensemble des relations sociales peuvent avoir une action sur l'évolution colorée, ou de motifs. Et puis par effet domino, on va dire, la sélection sexuelle et sociale pour des nouvelles couleurs de plumage a certainement contribué à l'évolution d'innovations métaboliques dans la structure des pigments caroténoïdes, c'est-à-dire a permis aux oiseaux de se colorer grâce à la bouffe, ce qui est pas trop d'actualité chez les mammifères. Nous les humains, on n'a pas les cheveux ou les ongles naturellement rouges. On le voit bien dans une étude de 2 chercheurs en 2004, McGraw et Nogar, qui met en lumière les xanthophiles jaunes, donc un sous-groupe des caroténoïdes. En fait, son altération physiologique en cétocaroténoïdes rouge-orange a évolué indépendamment dans plusieurs lignées d'oiseaux distinctes. Et par rapport aux xanthophiles primitives, sa version dérivée, donc les cétocaroténoïdes, apporte une variété de couleurs bien plus importante. Voici un fruit de cette innovation, par exemple le Pompadour contiga, et ça devient définitivement mon piaf préféré. Il est absolument magnifique, regardez-moi ça, on dirait une boule aux fruits rouges là.
On ne peut pas parler défense et ne pas parler des perroquets, parce que d'une part il y a une anecdote de bon goût là-dessus, et d'autre part parce que c'est un peu le point culminant des couleurs chez les oiseaux. Puisque les caroténoïdes ont évolué différemment dans certaines lignées, mais aussi vous vous souvenez en partie 1 quand je vous ai dit que le mystère du rouge chez l'oiseau était percé, mais enfin presque. Je vous explique. Le perroquet, lui, fait figure d'exception. Cette couleur, elle sort sûrement pas de la bouffe, et ça lui sert de défense qui plus est. Alors direction l'université de l'état d'Arizona, où deux chercheurs, nos fameux Kevin McGraw et Mary Nogar, ont enfin trouvé la chimie inhabituelle qui se trame derrière cette couleur. Ils ont réalisé leur étude sur un échantillon de 44 espèces de perroquets au total, en utilisant la chromatographie liquide à haute performance, qui permet globalement de détecter, de séparer, voire même de quantifier des molécules organiques, comme des pigments par exemple. Kevin McGraw déclare « Nous avons découvert un système où les perroquets rouges utilisent le même ensemble de molécules pour se colorer, qui s'avère être une suite de 5 molécules appelées lipochrome polyéno. Cette suite de molécules se présente comme étant unique, sûrement le fruit d'une innovation évolutive, mais surtout extrêmement utile dans un rôle de défense immunitaire pour les perroquets. McGraw va citer une étude qui met en avant le fait que ces pigments agiraient comme des antioxydants des radicaux libres et protégeraient les cellules des attaques bactériennes. Wallace, lui, propose une vision des couleurs de défense en les divisant en deux grands groupes. Celle des animaux toxiques et celle des animaux non toxiques. Chez les animaux toxiques, on retrouve des contrastes pour dire « Fais gaffe, je fais mal ». Et chez les non toxiques, on retrouve le mimétisme bathésien. Je suis dégoûté, je peux pas vous en parler parce que la vidéo va faire 28 heures après, mais c'est trop bien putain. Les exemples foisonnent en ce qui concerne le monde marin, si vous êtes intéressé l'article est en descriptouche, mais chez les oiseaux, on peut vaguement imaginer que les contrastes leur auraient permis à un moment ou à un autre de montrer une certaine forme de supériorité. Quoi de plus cool et festif que de commencer un point par une histoire sympa? Le sachiez-vous, les couleurs des oiseaux sont adaptées à leur place sur le globe. Un modèle géographique précis. Les oiseaux tropicaux ont tendance à être généralement plus colorés que leurs congénères des zones tempérées. Alors juste vous balancer ça en pleine figure, c'est pas dingue, surtout quand des naturalistes avaient déjà fait ce constat au XVIIIe siècle, mais c'est une étude de l'université britannique de Sheffield qui transforme ce qui était jusqu'alors un ressenti en preuve. Les scientifiques ont alors fait le travail colossal, et je pèse mes mots, d'étudier 4500 espèces d'oiseaux chanteurs ayant des habitats plus ou moins uniformément répartis dans le monde, avant de faire le rendu d'une carte pour mettre en avant visuellement ce concept. Alfred Wallace proposait au XVIIIe siècle donc un camouflage naturel dans ces zones tropicales où la végétation est particulièrement luxuriante. Je sais, et je vous arrête, se dire que ça se camoufle dans ça paraît complètement absurde. Mais est-ce que vous avez déjà seulement essayé de repérer un perroquet dit très coloré dans une forêt? Eh bien ça peut paraître étonnant, mais c'est bien plus dur que ça en a l'air. Tenez, on va jouer à un jeu. Vous allez regarder attentivement cette photo et vous allez avoir 10 secondes pour trouver l'oiseau. Prêt? C'est parti. Alors, vous l'avez ou pas? Il était ici. En fait, certaines couleurs empêchent la détection et sont qualifiées de cryptiques. Très souvent, on va retrouver des espèces marines qui utilisent une stratégie de contre-illumination. Regardez ici le Chaetodon lunula. On peut voir que sa face dorsale est plus sombre que sa face ventrale. Comme ça, les prédateurs ont plus de mal à le voir du dessus. On peut retrouver d'autres stratégies de camouflage, comme la coloration perturbatrice, la mascarade pour se cacher dans l'environnement, voire même des espèces directement transparentes, comme ça pas de chichi. Bien qu'il soit difficile de prouver scientifiquement un camouflage pour l'oiseau, on est en droit de supposer que certaines espèces aviaires y trouvent un certain intérêt évolutif. Ce mode de coloration est aujourd'hui largement remanié, mais on le subdivise encore en deux catégories différentes. Promis, après j'arrête avec les divisions parce que c'est un peu chiant. On retrouve d'un côté dans notre sac à idées la notion de compétition intraspécifique, ce qui permet par exemple à certains poissons de se déplacer en banc, ou encore de reconnaître leurs parents. De l'autre, dans un autre sac, la communication interspécifique, évitant que les espèces se mélangent, ou même de leurrer des prédateurs. C'est d'ailleurs dans ce sac qu'on peut ranger les couleurs d'attraction, couleurs qui cèdent aux plantes le pouvoir d'attirer les pollinisateurs ou les espèces dispersant les fruits. Bon, je sais pas s'il reste quelqu'un à ce stade, mais si oui, félicitations, vous avez mis un pied dans le bordel de la biologie évolutive.
Et croyez-moi, on y a mis que les phalanges. Toutes les pressions évolutives évoquées juste avant fonctionnent simultanément lors de l'évolution d'une lignée ou d'une espèce précise. Si nous étions des spectateurs du temps comme dans Fringe, on pourrait certainement voir des évolutions aussi morphologiques que colorimétriques passer extrêmement rapidement en très peu de temps à l'échelle planétaire. Selon des chercheurs, une radiation évolutive se fait en 3 temps. Tout d'abord, la population colonise un habitat. Ensuite, l'adaptation à cet habitat conduit à une divergence morphologique, et pour finir, ces adaptations provoquent elles-mêmes une diversification de la communication. Ce processus évolue rapidement, et si on replonge dans notre vision du spectateur du temps, on verrait sûrement des espèces apparaître et disparaître aussitôt en moins de temps qu'il en faut pour le dire, laissant derrière elles, pour la plupart, pas la moindre trace de leur passage. Qui sait, peut-être que dans des millions d'années, personne saura qu'on était ici. Mais en tout cas, si on reste à notre échelle, il se peut qu'un changement passe inaperçu, comme pourrait l'être le visage de vos proches qui se transforme sans même que vous vous en rendiez compte.